Hello tout le monde, on se retrouve pour la suite de l'aménagement de notre van, le fameux Wheelie. On a essayé de vous filmer toutes les étapes, c'est pas forcément toujours facile de penser à filmer quand on est à fond dans le truc, à fond dans les travaux. Donc même si on a plein d'images, il y a quand même la nécessité que je sois là aujourd'hui, que la présentatrice soit là pour vous présenter les images. Ça va me permettre aussi de revenir dans le détail sur certaines choses pour bien vous expliquer. Si jamais ça peut vous aider dans l'aménagement de votre van, n'hésitez pas à liker la vidéo, il paraît que c'est mieux de le dire au début. Et nous on plonge cette fois-ci au cœur de l'isolation de notre van. Avec quoi on a choisi d'isoler le sol, les murs, les plafonds. Et en prime dans cette vidéo, vous me le demandez très souvent, je vous montre aussi comment je fabrique la peinture maison, puisque vous allez voir, on a installé une magnifique cloison que j'ai peinte avec une peinture extraordinaire, que j'ai faite avec des ingrédients de la cuisine, c'est assez incroyable. Je vous laisse regarder les images. Toi ton taf, aujourd'hui, tu vas prendre un sac plastique comme ça là. Ouais. Et tu vas récupérer tout ça là. D'accord, ça c'est encore une fois le travail de stagiaire. Tout ça, non. Et tu vas l'émietter. Tu vas le récupérer, non, il est déjà relativement en miettes. Hein, ouais. Voilà. Et tu vas t'amuser. Ouais. On termine l'isolation du sol aujourd'hui, donc vous avez vu qu'on a recouvert évidemment le sol de liège projeté. Si vous voulez aller nous voir projeter le liège, je vous mets la vidéo dans la barre d'infos, mais là on est en train de terminer du coup l'isolation parce qu'on ne va pas s'arrêter aux deux petites couches de liège projeté qu'on a faites. On va compléter avec d'autres isolants. Donc pour le sol, on a décidé d'utiliser des panneaux comme ça de fibres de bois qu'on a récupérés, qui ont servi en fait à l'isolation de la maison de David, et donc il en restait du stock, et donc on a puisé là-dedans pour faire l'isolation du sol. Il y a eu un petit peu de travail à faire parce que en fait les planches elles sont beaucoup trop épaisses, et donc évidemment plus votre isolation est épaisse, moins ça vous laisse de place dans l'habitacle. Et donc là notamment on parle du sol, plus l'isolation est épaisse au sol, moins vous aurez de hauteur sous plafond. Donc c'est quand même dommage de perdre un peu, donc en fait on a dû couper ces planches en deux, et ça a laissé notamment des petits résidus partout par terre ici. Vous voyez, ça ressemble à ça en fait. Donc voilà, ça a laissé de la poussière partout comme ça. Et donc en fait mon travail pour ce matin, ça va être de tout réduire en poussière et de tout récupérer. Et je vais vous montrer ce que j'en fais. Bon voilà, j'ai récupéré dans ce sac un bon petit paquet de poussière de fibres de bois. Et regardez donc ce que je vais en faire. Vous voyez, notre sol, il est tout crénelé comme ça. On va le recouvrir avec donc les planches de fibres de bois que je vous ai montrées, sauf que les planches elles vont évidemment reposer sur les parties hautes des créneaux, et donc forcément il va y avoir un petit espace entre le haut et le bas des créneaux où il va y avoir une déperdition de chaleur, ou en tout cas un espace qui ne va pas être comblé. Donc voilà ce que je vais faire avec mes petits copeaux, je vais combler tous les trous. Allez, on met ça là, hop, et on y va. Et donc une fois que j'ai bouché tous les espaces avec cette fibre de bois, on a recouvert tout le sol avec de grands panneaux de fibre de bois. Ces grands panneaux qu'on avait récupérés, il a fallu les découper pour pouvoir les disposer entre des tasseaux qu'on avait posés sur le sol. Et ces tasseaux, ils vont nous être bien utiles pour la pose du plancher qu'on verra dans la prochaine vidéo. Bon écoutez les gars, s'il vous manque la moitié des images, ce n'est pas ma faute, c'est celle de David. Il bosse, mais il ne filme rien. Ce que vous êtes en train de voir derrière moi, c'est qu'il y a des fils partout. Regardez, partout. C'est parce qu'il faut poser les câbles électriques avant évidemment de mettre l'isolation, parce que sinon après vous vous retrouvez coincé. Donc ça commence vraiment à devenir concret, et puis de voir tous ces câbles qui sortent du plafond, je sais pas vous, mais ça fait plaisir. Donc
Donc la pose des câbles, c'est vraiment le moment où il faut qu'on se décide sur où vont être les prises, où vont être les appareils électriques, comment en fait est-ce que la vie va s'agencer dans le van. Il va y avoir la pompe à eau, le frigo, il va y avoir donc les prises sur lesquelles on va brancher par exemple nos ordinateurs. Il faut penser, essayer de répertorier tous les appareils électriques dont on va avoir besoin, les lister et savoir où est-ce qu'ils vont se placer. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le circuit électrique du moteur, il tourne en 12 volts. Et donc en général, pour que l'alternateur du moteur puisse charger la batterie cellule, donc la batterie qui va alimenter les appareils électriques à l'intérieur du van, ça peut être intéressant en fait de récupérer cette énergie-là, il faut concevoir le circuit électrique du van en 12 volts aussi. Et je vous expliquerai ça certainement dans une prochaine vidéo, mais nous pour l'électricité, on peut aussi se brancher au réseau, donc avoir du 230 volts qui arrive dans la cellule, et ça grâce à ce qu'on appelle un convertisseur chargeur qui peut à la fois transformer du 12 volts en 230 volts et inversement du 230 en 12. Mais ce qu'il faut savoir quand on choisit d'avoir un circuit électrique en 12 volts, c'est qu'il faut faire très attention au diamètre de la section des câbles qu'on va choisir. En fonction de la distance et de la puissance des appareils électriques par rapport à la batterie, il va falloir choisir des diamètres de sections de câbles différents. Et plus la tension est faible, donc là en l'occurrence on s'attaque à du 12 volts, plus il faut faire attention à ça. Sur le net, on retrouve des tableaux qui spécifient bien quel diamètre il faut pour telle distance, etc. Mais je dirais que pour l'étape des câbles, c'est vraiment le truc qu'il faut avoir à l'esprit. Bon, ça y est, c'est fini avec les câbles. On se croirait dans un temple bouddhiste. Il y a plein de câbles comme ça qui pendent du plafond avec des petits mots. Regardez, il y en a partout, partout. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait passer tous les câbles à travers les plafonds, les sols, etc., c'est le moment de l'isolation. Pour le sol et le plafond, en plus du liège projeté que vous avez vu dans une précédente vidéo, on a choisi la laine de mouton. Me voilà avec le premier ballot de laine. C'est le grand moment, je commence à mettre la laine du coup dans ces petits renforts que vous voyez là, ces petits trous, parce que bah, ça représente des ponts thermiques, à mine de rien. Vous voyez, si vous mettez une planche par exemple, disons entre ça et ça, bah tout ça, vous voyez, tout ça c'est de l'air. Donc le travail va consister à remplir tous ces petits trous en fait entre les planches avec de la laine. Alors avec un isolant en vrac de manière générale, nous on a choisi la laine. Alors pourquoi la laine de mouton? Au départ on n'était pas du tout parti sur ce choix là parce que moi mes convictions me poussent à essayer d'éviter au maximum d'utiliser des matières animales. Tant qu'il existe autre chose, notamment par exemple du végétal, du chanvre, c'est ce vers quoi on était censé aller au départ, ben autant aller vers ça. Donc au départ c'est ça, on savait qu'on voulait un isolant en vrac pour pouvoir l'installer entre le liège projeté et le bois du mur, mais on avait prévu quelque chose de végétal, de local si possible, du chanvre en l'occurrence. Sauf que nos plans sont tombés à l'eau parce que tout ça, ça s'est passé dans l'année 2021 et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous êtes dans les travaux certainement, il y a eu d'énormes problèmes d'approvisionnement pour les matériaux, pour les matières premières, et donc c'était pas si facile de se procurer du chanvre en vrac. C'est pas que c'était pas facile, c'était juste que c'était impossible. Alors ce qu'il y avait en grande quantité par contre, c'est ce que en général les gens utilisent, c'est-à-dire de l'Armaflex, c'est un isolant constitué à base de plastique, et nous, bah, vous commencez peut-être à nous connaître, on voulait pas. On voulait pas d'un isolant à base de plastique, déjà pour l'impact de la production, mais même en seconde main, ça nous intéressait pas, puisque on n'est jamais vraiment sûr, au final, qu'il va pas y avoir d'émanation toxique ou quoi. On préférait éviter ça. Alors on a fini par se renseigner sur la laine de mouton qui est connue pour être un excellent isolant, et d'autant plus si on regarde le ratio poids versus isolation. C'est un matériau qui a effectivement l'avantage d'être extrêmement léger, et il a un autre avantage énorme, c'est qu'il régule lui-même sa propre humidité. Donc on n'est pas obligé d'installer un pare-vapeur, ce qu'on aurait été obligé de faire avec la solution du chanvre en vrac par exemple. Mine de rien, le pare-vapeur ça vous rajoute une étape, ça vous rajoute des sous à mettre dans le projet, ça vous rajoute aussi de l'épaisseur de mur, enfin bref, si on peut l'éviter, c'est aussi bien. Mais moi, comme je vous l'ai dit, j'avais un petit peu des convictions qui me freinaient un petit peu avec la laine. J'ai donc appelé la fondatrice de Laine Paysanne, qui est une petite entreprise qui s'occupe de récupérer la laine française et de la valoriser pour en faire des vêtements notamment. En tout cas, qui développe et soutient la filière de la laine française. Et donc voilà, j'avais envie en fait de savoir ce que ça signifie de récupérer de la laine. Ce qu'elle m'a dit tout de suite, c'est que voilà, ça se passe encore en 2021, à cause de la crise sanitaire, les bergers, donc les personnes qui ont les moutons, ils se retrouvent avec de la laine plein les bras, ils ne savent plus quoi en faire puisque
apparemment l'exportation de laine était interdite. Donc ces propriétaires de moutons, ils se retrouvaient avec des kilos de laine sur les bras sans savoir quoi en faire, et en plus de ça, avec un salaire en moins. Ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'il fallait absolument qu'on cherche une laine qui était déjà lavée et traitée, parce que vous pouvez le faire vous-même, c'est-à-dire aller directement voir l'agriculteur du coin récupérer sa laine, mais là il va falloir donc passer par ces deux étapes. D'abord la laver, apparemment c'est très long et très difficile, enfin c'est pas difficile, mais c'est très long et il faut bien le faire parce que si vous le faites mal, ça va mal se passer. Donc voilà pourquoi on a choisi la laine, la pénurie faisant, le fait que c'est quand même un excellent matériau très léger et qui en plus n'a pas besoin de pare-vapeur, et le fait que les agriculteurs et les bergers avaient finalement un surplus de laine sur les bras cette année-là. Mais allez au travail. Je commence donc par les renforts avec donc tous ces petits trous là, et puis ensuite vous verrez comment on s'y prend pour toutes les parois. Le but c'est vraiment de bien tasser, hein. Donc puisque la laine ça prend de la place, c'est un peu expansif on va dire. Le but c'est vraiment de bien la tasser. Pour ça je me suis munie d'un petit outil en bois qui est simplement un résidu de découpe de nos palettes. Mais voilà, il faut dans tous les cas se munir d'un outil qui permet de bien tasser. Une fois que tous les renforts et que le moindre espace a été rempli avec de la laine, on a commencé à monter les cloisons. Et maintenant qu'on a fait passer les câbles à l'intérieur des cloisons, on va pouvoir fixer les cloisons. Et pourquoi faire à votre avis? Pour pouvoir mettre de la laine entre donc cette cloison et le liège projeté. Donc vous voyez par exemple j'ai commencé. Hop, et donc on va vraiment mettre de la laine pour combler tous ces espaces. Donc ce que j'appelle les cloisons, c'est vraiment la partie basse du mur qui nous va se retrouver dans notre coffre, et pour ça en fait on a récupéré les deux planches qui recouvraient les parois de Willy au moment où on l'a acheté. Donc voilà, encore une fois on a fait de la récup et on était bien content de se resservir de ces planches qui étaient là finalement dès le départ. Donc on les a coupées aux dimensions, on les a fixées sur les murs et on n'a pas oublié évidemment de bourrer de laine le moindre espace entre la cloison du van et la fameuse cloison du mur. Et c'est ce qu'on a fait ensuite, vous le verrez dans la prochaine vidéo, quand on a monté tous les murs avec du bois de palette, on a toujours fait attention à bourrer de laine donc entre la cloison du van et nos planches de bois, et pareil pour le plafond. En gros, Willy, c'est un gros petit cocon moutonneux plein de laine douillette. Et l'avantage de faire la combinaison liège projeté et laine, c'est que la laine en fait elle s'accroche au liège projeté et donc du coup ça tient, c'est juste merveilleux. Ensuite, toujours pour l'isolation, on a choisi d'installer une paroi entre la cellule et la cabine du conducteur, histoire de vraiment tout bien fermer pour enfermer soit la chaleur, soit la fraîcheur dans l'endroit où on va vivre finalement. Pour cette cloison, on a récupéré une grande planche d'aggloméré qui, pareil, avait servi aux travaux de la maison de David au Portugal. David l'a découpée aux dimensions, rien n'est carré dans Willy, et ensuite on est allé l'installer. Ça y est, notre capitaine de travaux a terminé normalement de découper la cloison qui va séparer le cockpit et la maison. Il a donc sollicité mes biceps pour l'aider à porter la planche et voir du coup si ses calculs sont bons. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas mal. Là on est en train de se questionner avec David parce que la couleur est pas hyper jolie. Je préférerais que ce soit blanc ou blanc cassé, enfin en tout cas dans des tons un peu plus clairs, et donc on est en train de se demander à quel moment il vaut mieux qu'on peigne et puis surtout avec quelle peinture on va peindre, puisque là on parle d'un petit espace clos dans lequel on va dormir et passer beaucoup de temps, donc clairement il faut qu'on évite tout ce qui peut être émanation toxique. Faites attention quand même à tout ce que vous utilisez, là je parle de la peinture, mais en fait c'est le cas pour tous les matériaux que vous allez utiliser dans le van, surtout que voilà, ça va être un petit véhicule
qui va parfois chauffer beaucoup, et vous savez que la chaleur ça peut aussi favoriser des réactions chimiques par exemple, ça peut favoriser des émanations, donc voilà, il faut vraiment bien réfléchir à tout ce qu'on met à l'intérieur d'un van et ça rajoute du challenge mine de rien. Et finalement la décision qu'on a prise, c'est qu'on allait la peindre nous-mêmes cette cloison. Promis, je vous donne la recette juste après. Mais d'abord il a fallu s'arrêter sur une couleur de peinture. Et c'était pas facile. Nous voilà ici rassemblés pour choisir, et vous voyez la queue du minou qui dépasse, nous voilà ici rassemblés pour choisir notre pigment, parce qu'on va faire notre peinture nous-mêmes. On se promène donc sur les sites, il y a à peu près toutes les couleurs de pigments qu'on peut imaginer, on a envie de tout acheter, et puis tout est naturel, vous avez les ocres, les terres de sienne, de la poudre minérale, vraiment c'est extraordinaire, toute la variété de couleurs qu'on peut trouver, c'est impressionnant, et on a envie de tout acheter. On a besoin que d'une seule couleur hein, pour l'instant. Il va falloir qu'on se réfrène. Oui, on peut tout acheter sauf le blanc. Très bien vu, David. Puisque au départ, on s'était dit qu'on allait rester sobre et faire ça en blanc. Mais il s'avère que... le blanc, ça n'existe pas en pigment naturel. Bon les gars, changement de décor. Je suis dans la cuisine, j'ai quitté le garage, j'ai quitté le ponçage. Je m'apprête, sous vos yeux ébahis, à faire de la peinture maison. Je crois que ça s'appelle la peinture suédoise. C'est donc à base de farine. On a choisi de l'ocre jaune. C'est super beau le pigment, je trouve que c'est trop beau. Apparemment, ça fonctionne trop bien. Ça dure des années et même en extérieur, etc., sous la pluie. Enfin, apparemment, ça marche trop bien. C'est à se demander pourquoi on n'en a pas entendu parler plus tôt, voir pourquoi tout le monde ne fait pas comme ça. Mais bon, je vais peut-être pas crier victoire trop tôt, il faut peut-être que je m'y essaye. Voici donc le moment tant attendu de la recette. Donc là, les quantités que je vais vous donner, c'est ce qui nous a permis de faire 2 belles couches sur les 2 côtés de notre cloison. Ce qu'il y a de bien de toute façon, c'est que c'est tellement facile à faire que vous pouvez faire une petite quantité au départ et puis la refaire un petit peu plus tard. Enfin, c'est tellement facile à faire et ça se fait tellement bien que c'est pas grave si vous vous trompez sur la quantité et que vous en faites pas assez au départ. Alors, vous allez avoir besoin de 100 g de farine, 1 litre d'eau, 200 g de pigment et 10 centilitres d'huile de lin. On commence par faire chauffer un petit fond de casserole, donc je sais pas, 10-20 centilitres d'eau. On y ajoute la farine, on remue bien avec un fouet, c'est vraiment un outil essentiel pour éviter les grumeaux. Une fois que c'est bien épaissi, on rajoute le reste d'eau et on fait bouillir 10 minutes. On intègre ensuite les 200 g de pigment qu'on peut choisir de tamiser et ensuite on remue bien avec le fouet, toujours pour éviter les grumeaux. Et une fois que le mélange est bien homogène, on rajoute l'huile de lin. On laisse bouillir ensuite à feu doux en remuant de temps en temps, à peu près 20 minutes. Et vous obtenez une peinture incroyable qui en plus de ça résiste aux intempéries. Il faut, je crois, rajouter de l'oxyde de fer si vraiment on veut être sûr que la peinture puisse résister à fond à l'extérieur, mais vraiment pour une peinture d'intérieur, il n'y a pas besoin. Et ensuite, il ne reste plus qu'à l'appliquer. Me voilà de retour dans le garage, je vais passer à l'application de la peinture que vous m'avez vu, enfin que vous nous avez vu fabriquer hier, puisqu'en fait on a eu quelques soucis de fabrication. Sachez-le, le fouet est quand même un élément indispensable de la recette, le fouet de cuisine, hein, tout bête. Nous on était persuadés d'en avoir un, sauf que non. Donc on a fait 100, donc on a fait nos petites filtrations pour filtrer les grumeaux, etc. C'était bien long, bien chiant, mais ça a fonctionné. En tout cas, la peinture a une vraie texture de ce à quoi la texture doit ressembler. Donc passons à l'application. Montre-leur la structure là que tu nous as fabriquée. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? Mais rassure-moi, c'est pas toi qui as fait les trous dans les... Non, les trous étaient déjà. J'ai juste profité des trous pour fixer les bâtons au mur. Est-ce que c'est pas magnifique, cette fixation? On respecte mon art, j'ai l'impression. On met en avant le talent d'artiste avec un setup de cette envergure. Allez, trêve de tergiversation. On y va. Donc je trempe. Et puis j'y vais, hein. Oh, c'est beau, regarde-moi ça. Non mais regarde-moi ça, il va peut-être même pas y avoir besoin d'une deuxième couche. Si. C'est trop beau, ça marche. Oui. En vrai c'est trop cool.
Ça marche bien. Bon, j'aurais évidemment... Attends, tu peux arrêter de siffler s'il te plaît? J'aurais évidemment voulu vous faire des jolis plans au soleil pour vous filmer cette magnifique couleur ocre, mais je suppose que vous la verrez un petit peu plus tard quand il fera meilleur. On est début mai et clairement c'est les giboulées de mars. Il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Là par exemple il y a un grand soleil, mais dans 10 minutes il est possible qu'il y ait une méga averse qui se déclenche. Donc voilà pourquoi je suis reléguée au fin fond du garage avec une horrible lumière braquée sur moi et sur la planche. Mais bref. Merci David pour cette intervention. Tada! Et voilà ma magnifique cloison peinte avec la peinture maison à base d'ocre jaune. Mais regardez-moi si elle est pas magnifique. Elle attire la couleur, elle est hyper lumineuse. Alors en fait, normalement ici on va mettre une fenêtre. Et là, il faut encore imaginer. Hein. Il va y avoir nos meubles de cuisine qui vont arriver donc à hauteur de plan de travail. Et puis ici, une petite fenêtre pour communiquer avec le cockpit. Il faut encore imaginer. Mais voilà, toujours est-il que vous pouvez d'ores et déjà constater la couleur incroyable de cette peinture. Voilà, c'est sur cette note de fierté personnelle que je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite des aventures. Normalement, on devrait être en train de monter les murs, les plafonds, etc. Clairement, on se rapproche de la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir et comptez sur moi pour demander au chef des travaux, David, si jamais j'ai un doute. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.